Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite FAQ, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez été encore une fois nombreux à participer à la FAQ après la victoire du Barça contre Porto. Je vous en remercie, je ne pourrai pas prendre toutes les questions, évidemment, vous connaissez l'histoire, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue, tout ça, c'est compliqué. Mais voilà, merci quand même d'avoir participé. Avant de commencer cette vidéo aussi, je tiens à remercier pas mal d'abonnés, pas mal de gens, de supporters qui me soutiennent. Qui me soutiennent tous les jours, voilà, après les matchs, sous les vidéos, dans les commentaires. Il y a beaucoup de soutien, beaucoup de force sur les réseaux sociaux aussi, évidemment, pas uniquement sur YouTube. Il y en a qui laissent pas beaucoup de commentaires sur YouTube, mais qui m'envoient des messages sur les réseaux. J'essaie de répondre à tout le monde, j'essaie de lire un maximum de choses, mais bon, parfois c'est compliqué, je ne réponds pas ou je mets des semaines à répondre, c'est comme ça, mais je suis de tout cœur avec vous. Vous êtes dans mon cœur en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Donc on va commencer cette FAQ avec Daniel qui dit « Moi ça me tue ceux qui disaient qu'on allait aller en Europa à cause d'Iñaki Peña. C'est ce que j'ai dit un petit peu dans le débrief, voilà, Iñaki Peña a fait un très grand match, il a répondu présent dans un match comme ça à haute pression, tu vois, c'était chaud quand même. Il y avait un petit peu de pression autour de ce match-là, s'il y avait la défaite, on savait pas ce qui allait se passer, enfin c'est tendu, cette situation était quand même pas forcément très facile à gérer déjà pour le joueur. Juste sans parler des supporters, sans parler de la pression, juste le match déjà. Le joueur qui ne joue quasiment jamais, peut jamais s'exprimer vraiment, donc il n'a pas... Vous savez, on dit souvent pour des joueurs de foot que le joueur, il faut qu'il prenne les automatismes, un gardien non, mais qu'il prenne un peu le rythme, qu'il rentre, tu vois. Petit à petit, il lui faut quelques matchs pour être vraiment au top. Là, Iñaki Peña, il n'a pas ces quelques matchs, il n'a pas le temps de... Tu vois, tes gardiens remplaçants, c'est un poste très difficile. Parce que si le gardien n'est plus là, le gardien titulaire, tu dois d'un coup répondre présent et faire aussi bien que on attend de toi que tu fasses aussi bien, que tu gères la pression aussi bien que le gardien titulaire. Donc c'est pas évident. C'est pas évident pour n'importe qui. Et en l'occurrence, Iñaki Peña, ça reste c'est pas un très jeune joueur, mais c'est un joueur voilà, qui a pas beaucoup d'expérience non plus finalement. Il a été prêté à Galatasaray, il avait fait de belles choses, on l'avait vu contre nous même. Et après, il est revenu, mais il a toujours pas sa place, ce qui est logique quand on voit quand même que le gardien c'est Ter Stegen. Enfin, c'est compliqué de prendre la place de Ter Stegen. Mais bref, tout ça pour dire qu'il a quand même répondu présent, que les supporters ils lui ont mis quand même énormément de pression, parce que sachez quand même que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux de la part des supporters, tout ça, les joueurs ils le voient. Vous faites pas d'illusions, il y en a qui espèrent, ça, parce qu'ils vont jusqu'à par exemple insulter sous des postes de Ferran Torres. Je prends l'exemple de Ferran Torres parce que pendant un temps il y avait beaucoup de trucs par rapport à ça. Insulter sous les postes de Ferran Torres, tu lui mettre des insultes, tu vois, lui dire de se barrer du club, tout ça, le gars le voit forcément, ça n'aide pas. Donc recevoir des critiques avant même le match, tu vois, c'est un peu triste. On rentre dans une spirale un peu négative pour certains, j'essaie de trouver des excuses, mais là peut-être qu'on va pas me le dire. Ouais, t'essaies de trouver des excuses aux supporters. Mais j'essaie de trouver des explications, un petit peu des excuses aux supporters, de dire qu'on est dans une situation pas facile à gérer pour les supporters, on attend plus, tout ça, il y a de la frustration, et cette frustration elle va peut-être sur les mauvaises personnes. Iñaki Peña, le pauvre, il a rien demandé, et en attendant il a sorti son gros match. Et merci à Ter Stegen aussi, un grand merci à Ter Stegen pour le soutien. Abonne-toi frérot. Non, Ter Stegen qui a conseillé Iñaki Peña avant le match, qui lui a parlé pour le détendre, on va dire, qu'il aborde le match dans les meilleures conditions tout simplement. Il lui a beaucoup parlé avant le match, c'est Iñaki qui l'a dit, hein. Il a beaucoup parlé avant le match et il l'a félicité après le match, tout ça. Donc un grand... Ter Stegen, c'est un exemple. C'est aussi un capitaine. De toute façon, c'est le capitaine de l'équipe. Donc il fait son taf aussi. Ensuite, on a Amine qui dit penses-tu que ce match va relancer un peu le moral de cette équipe? J'espère bien. J'espère bien. Il n'y a pas uniquement que le moral. Effectivement, cette victoire-là, dans un match aussi, on va dire, important, ça reste un match hyper décisif pour le reste de la saison. On l'a dit avant le match. C'est un match qui peut changer beaucoup de choses dans la saison du Barça. C'était peut-être un peu le tournant. Il n'y a pas que le match de Porto, il y a aussi le match de ce week-end contre l'Atlético, contre Girone après, une semaine après. Donc c'est un enchaînement de matchs pas évident du tout. Et
pour l'instant ça commence bien, on va dire. On a mal démarré contre le Rayo au retour de trêve, c'était compliqué, mais on a su relever la tête contre Porto. Moi j'avais souligné des bonnes choses contre Porto, mais certains me sont tombés dessus en me disant ouais c'est n'importe quoi, tu trouves des choses positives alors qu'on a fait match nul. Bon bref, j'avais dit qu'il y avait des choses positives pour la suite, en fait, que dans ce match là, même s'il y avait un mauvais résultat, j'avais vu des belles choses qui pour la suite allaient peut-être montrer un peu de la lumière pour la suite. Là on a vu contre Porto encore une fois une équipe dans la continuité qui est de mieux en mieux avec le retour de Pedri et de Frenkie. Quand je dis et de mieux en mieux, je dis pas que l'équipe là actuelle elle est plus forte que celle de la saison dernière par exemple, pas forcément. Mais je parle depuis là, ces dernières semaines qu'on a vécu sans Pedri, sans Frenkie, depuis la blessure de Frenkie. On a beaucoup de mal, on a une équipe qui a beaucoup de mal à trouver cette domination, faire des sorties de balles correctes, tout ça. On voit un peu du mieux dans les sorties de balles, dans la construction, dans la maîtrise un petit peu du ballon au milieu. Maintenant, devant, c'est encore autre chose. Donc cette victoire, elle va faire du bien en moral, mais aussi, c'est ça que je voulais souligner du coup, dans le contenu, nos joueurs prennent confiance avec le jeu petit à petit. J'ai l'impression qu'on joue de mieux en mieux et on verra si ça continue comme ça. Ensuite, on a Andrea qui dit le niveau qu'affiche Inigo, bravo, sinon coaching au rendez-vous, mais toujours un problème d'efficacité. Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. Inigo Martinez, c'est vraiment une belle surprise. Après, on savait que c'était un défenseur costaud, tout ça, mais il avait subi quand même une grosse blessure à l'Athletic avant de signer chez nous. Donc on savait pas, voilà, c'est un joueur assez âgé qui se blesse, qui est absent pendant des longs mois. On se dit peut-être que, attention, tu vois, il va revenir de blessure un peu affaibli et qu'il retrouvera pas forcément un niveau, tout ça. Mais on savait qu'il avait de l'expérience, on savait qu'il avait le caractère, mais il montre aussi que il a des qualités sur le terrain. Donc ça, c'est très bon. Après, en termes de coaching, j'ai l'impression que, pour donner un petit peu un avis un peu plus précis, on va dire, par rapport à ce match-là, en tout cas à Porto, le coaching du début de match, il est pas spécialement mauvais. Parce que le coaching du début de match, c'est le coaching du match tout court en soi. Donc en gros, les analystes de l'équipe font leur analyse Porto et ils disent bah on va jouer, tu vois, ils ont ce point faible, ils jouent comme ça, tu vois, et Xavi en fonction de ça, on va dire fait sa tactique et voit les points faibles de l'équipe et se dit bah on va jouer là-dessus, tu vois. Et on essaie de jouer là-dessus. Après, il y a un début de match un peu compliqué et on a l'impression, en fait, à chaque fois, que l'équipe, elle démarre les premières mi-temps pas ouf, tu vois. Et ensuite, il y a des ajustements à la mi-temps. Donc, j'imagine que Xavi donne ses consignes à l'équipe, dit, bah voilà, là, les gars, ça s'est passé comme ça. On a oublié de faire ça, il faut jouer comme ça, tu vois. Et après, l'équipe, elle se dit, ok. Mais on dirait que par rapport à la consigne du début de match, les joueurs, on dirait qu'ils n'arrivent pas à s'adapter par rapport à ce que l'équipe adverse elle fait. Par exemple, si on analyse que Porto va jouer comme ça et que Porto joue pas exactement comme on leur avait dit, du coup ils n'arrivent pas totalement. Et puis après, on attend d'avoir des ajustements un peu tactiques à la mi-temps pour que d'un coup, là on retrouve une supériorité par rapport à l'adversaire, à Porto en l'occurrence. C'est cette impression-là que j'ai. Alors, c'est pas pour dire que Xavi il a vu tout juste. Peut-être que c'est une erreur aussi d'appréciation du coach, qu'ils ont mal analysé les faiblesses de Porto et qu'ils s'attendaient à ce qu'ils jouent comme ça et que finalement non. Mais en tout cas, il y a toujours quand même sur ces derniers matchs, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un Barça qui commence les matchs, les premières mi-temps un peu plus dans la difficulté et souvent une deuxième mi-temps un peu mieux. C'est ce qu'on voit. Donc, est-ce que c'est le coach qui fait mal son taf pour le début de match, ou est-ce que c'est les joueurs qui ont du mal à rentrer dans les matchs, ou est-ce que c'est, tu vois, je sais pas exactement, mais en tout cas ce qu'on peut souligner, c'est que les ajustements tactiques à chaque fois marchent bien et font la différence pour les deuxièmes mi-temps. Ensuite on a Zemanika qui dit, peut-on dire que le Barça a dominé son groupe finalement, et est-ce que cette victoire nous sort un peu de cette mini crise? Je pense qu'il en faudra plus pour sortir un peu de cette spirale, on va dire, négative. Pendant un temps, il y avait quand même on pouvait dire qu'il y avait une crise, oui, avant la trêve, retour de trêve, Rayo Vallecano, ces matchs nuls, tout ça, ça n'a pas aidé. Mais je dirais qu'il va falloir tout simplement, c'est même pas sortir de cette mini-crise, tu vois, pour moi, c'est pas forcément, en tout cas pas uniquement un problème de mentalité, dans le sens où on est en crise, les joueurs sont mentalement au fond du trou, tu vois. Non, c'est qu'on doit retrouver un jeu digne de ce nom, déjà.
retrouver une domination au milieu, une maîtrise des matchs, et ensuite on doit retrouver de l'efficacité devant. Donc il y a un mélange de mental et de qualité technique ou de fraîcheur physique peut-être aussi pour certains qui reviennent de blessure, je sais pas, même si Frenkie revient de blessure on dirait pas, on dirait le mec est en pleine forme. Après cette victoire va aider, la victoire va aider à rebooster un petit peu l'équipe, ça c'est sûr. C'est le meilleur moyen d'aborder le match contre l'Atlético, c'est une victoire comme ça contre Porto, c'est parfait, j'ai envie de dire. Maintenant, il faudra assurer régulièrement le truc. Après, est-ce qu'on a dominé totalement ce groupe ? Non, on n'a pas senti une totale maîtrise. Je me souviens très bien et je n'oublie pas le match contre le Shakhtar Donetsk avant Porto, là, l'avant-dernier match. C'était dégueulasse, c'était horrible. Donc, on peut pas dire qu'on a eu une totale maîtrise dans cette phase de groupe. Évidemment, on a gagné match aller, match retour contre Porto. On a gagné match aller contre Anvers. On les a déchirés, 5-0 concrètement. Donc, on verra le match retour. Ça sera un peu plus serein pour nous. Et même le match aller contre le Shakhtar, c'était pas si facile que ça. Donc non, on n'a pas totalement dominé ce groupe, tu vois. J'ai pas cette impression-là, tu vois, de domination. Mais il faudra qu'on monte en puissance pour justement essayer de faire mieux en Ligue des Champions. Parce que de ce qu'on voit là, pour l'instant, la Ligue des Champions, on peut dire que ça va être compliqué, même en 8ème, selon sur qui on tombe. Ça risque d'être compliqué d'aller en quart de finale. Pour moi, l'objectif, c'est au moins d'aller en quart de finale. Si possible. Après, ça dépend toujours le tirage, tout ça. Mais ce qu'il faut se dire aussi, et ce que certains ont oublié quand ils disent ouais, le Barça, en jouant comme ça, on va pas arriver loin. La suite de la Ligue des Champions, les 8e, tout ça, si je me trompe pas, c'est en février. On est fin novembre, début décembre. Il y a encore un petit peu de temps pour que l'équipe fasse mieux, tu vois. Il y a aussi le temps pour que l'équipe s'écroule complètement, vous allez me dire. Mais il y a toujours le temps de se préparer un petit peu mieux. Que les joueurs, qu'on arrive à monter en puissance, tu vois, pour arriver justement à cette période-là de l'année, de la saison plutôt, qui va être un peu plus décisif. Là. Ensuite, on a Ikram Midrissou qui dit « Qu'as-tu pensé de la combinaison des deux Joao sur le côté gauche ?» Ça marche très bien, ça fonctionne très bien les deux Joao, ils s'entendent bien, visiblement sur le deuxième but de Joao Félix, là, il y a le petit 1-2 avec Cancelo, ça marche plutôt bien. On a Cancelo qui sait quand il faut écarter, quand il faut jouer sur l'aile. Quand il veut rentrer dans l'axe, on a Joao Félix qui va sur l'aile. Les deux s'échangent un petit peu leur position et ça fonctionne très bien parce que, je sais pas, peut-être que c'est la fibre portugaise, la petite connexion qui fait qu'ils s'entendent encore mieux. Mais ce qu'on aimerait beaucoup, c'est voir un peu plus ça avec Baldé. Qu'il arrive à faire des déplacements intelligents, savoir quand est-ce qu'il faut faire les appels, quand est-ce qu'il faut venir aider sa défense aussi à ressortir les ballons, quand est-ce qu'il faut jouer aussi en point d'appui dans l'axe. Baldé, ce qu'il fait pas beaucoup, ça c'est un truc qu'on voit depuis le Baldé a démarré, c'est pas, je l'avais déjà dit, mais ce que faisait Jordi Alba souvent, c'est que quand il avait pas de solution, au lieu de revenir en arrière sur son défenseur, il arrivait à trouver un point d'appui dans l'axe. Donc on passait sur le côté, Jordi Alba sur la gauche, il repassait dans l'axe en point d'appui, et dans l'axe, soit on trouvait un autre un peu plus haut dans l'axe, soit on allait rechercher l'aile, tu vois, et on faisait des circuits comme ça désorganise l'équipe. Là, Baldé, lui, il fait des passes en retrait sur la défense, tu vois. Et tu vois, faut qu'il apprenne à outiller tout simplement la confiance, en fait, pour faire cette passe comme ça dans l'axe, trouver un point d'appui au milieu et faire son appel. Il fait sa passe dans l'axe, appel dans la profondeur, il apporte une solution. S'il fait ses appels, ça libère aussi, ça va libérer Félix, ça va étirer la défense et Félix il va pouvoir s'engouffrer dans l'axe, tu vois, ou Lewandowski. Et c'est ça le problème, c'est qu'il fait pas assez. Il faut faire des appels tout le temps, comme ça libère tes coéquipiers. Si personne ne fait d'appel, l'équipe en face elle reste en bloc et ça sert à rien, tu vois. Donc ça, j'aimerais bien que Baldé fasse un peu plus ça, mais bon, j'espère qu'avec le temps il travaillera le truc et qu'il s'améliorera dans ce domaine. En attendant, Cancelo ça marche très bien avec Joao Félix. Si ta question c'est est-ce qu'il faut continuer comme ça avec Joao Cancelo à gauche, moi je l'avais dit sur du moyen terme voire court terme, le temps que Baldé reprenne un peu la confiance, qu'il monte un petit peu en puissance dans cette saison où pour l'instant il a un peu de mal, pourquoi pas tenter Cancelo à gauche, tu vois, et Baldé en doublure. Après, ça veut dire qu'il faut jouer avec une défense à 3, ce qui n'est pas non plus une mauvaise idée. On avait joué avec une défense à 3 la saison dernière et un milieu à 4, ça avait très bien marché. Pourquoi pas retenter ce qui a fonctionné avec nous, avec des joueurs un peu plus de qualité, des Pedri, des Gundogan qui n'étaient pas là la saison dernière, Frenkie qui est très en forme, tu vois, un Cancelo que la saison dernière n'était pas là, Joao Félix dans l'axe comme ça qui apporte cette qualité technique. Pourquoi pas essayer ça? Ça implique que Ronald sera latéral droit par contre tout le temps. Parce que Koundé, visiblement, ne veut pas jouer latéral droit. Ou Sergi Roberto à droite.
Oula. Ensuite, on a Juninho qui dit où sont les faux plans là, qui disent Xavi out. J'espère qu'ils ont vu le match de Cancelo de son côté. Bah, la réponse de Juninho, elle est vite trouvée. Moi c'est ce que j'ai vu le soir de la victoire. C'est ça, c'est que si Cancelo a fait ce bon match là, c'est pas grâce à Xavi. C'est plutôt l'inverse. C'est Cancelo qui a sauvé Xavi. Tu vois, ça peut pas être l'inverse. Ça peut pas être ça. En fait, ça marche que dans un sens à chaque fois, c'est ça qui est marrant. C'est que si les joueurs ne s'en sortent pas, c'est à cause de Xavi. Mais si les joueurs s'en sortent d'un coup et arrivent à mieux jouer, c'est grâce aux joueurs. Donc il faut aussi avoir, je sais pas, des fois un peu lâcher son agenda et regarder un peu les matchs sans agenda en fait, juste avec un peu plus de recul peut-être, je sais pas. Moi je dis ça me fait rire tout ça, mais je vais sûrement encore perdre des abonnés parce que chaque fois que je parle de ce truc là et que je tatine un peu certaines personnes, disons que je perds des abonnés parce que moi vous me connaissez, je vais pas dans le sens de tout le monde. Si on vient me dire ah Xavi out, je vais dire ouais Xavi out, et puis si un qui me dit ah tu penses pas que Xavi devrait rester, je vais dire oui Xavi doit rester. Non, je vais pas aller, je suis pas une girouette, j'ai mon propre avis et je le donne, tu vois. Et il y a des fois où je peux changer d'avis sur certains sujets, il y a des fois où même si je vais soutenir Xavi, je vais dire que quand même il est pas au niveau, tu vois. Ce que j'ai déjà dit dans des vidéos il y a pas si longtemps que ça, quand le Barça était vraiment au plus mal, j'ai dit qu'il fallait qu'il trouve une solution parce que ça ne va pas et que s'il n'arrive pas à trouver de solution, eh bien on devra changer de coach tout simplement. C'est assez logique de toute façon. Si un gars n'arrive pas à faire son taf pour lequel il est payé, il est là, il doit partir. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, c'est comme ça, il y a toujours des supporters, il y a différents avis, c'est comme ça, hein. C'est la communauté qui est comme ça. Ce qui est assez marrant quand même, c'est que quand on a gagné contre Porto, le débrief à chaud de la victoire contre Porto, là, c'est une des vidéos où j'ai perdu le plus d'abonnés. C'est pour vous dire à quel point il y en a certains, ils veulent pas, quand on gagne, ils veulent pas m'entendre apparemment. Mais moi ça me fait rire, franchement ça me fait rire. Ensuite on a Khalidou qui dit je trouve que Christensen est plus rassurant qu'Inigo Martinez à mon avis et le tien. Pas forcément, non, c'est pas mon avis. Je sais pas ce qui se passe entre Christensen et Inigo Martinez. Je sais pas d'où ça sort ce truc de Christensen est mieux que Inigo Martinez. Qu'on ne se trompe pas sur ce que je veux dire. Christensen est un excellent joueur de foot et en termes juste de qualité, je pense que pour moi, Christensen est un meilleur joueur de foot que Inigo Martinez. Mais dans le football, ça marche pas comme ça. On n'est pas sur FIFA où sa note, elle est à 83 et l'autre, elle est à 82. Il est plus fort, machin. Il y a des joueurs qui sont plus en forme que d'autres par moment. Et en ce moment, Inigo Martinez, il est très en forme pour moi. Il est plutôt bon. Il a une mentalité de gagnant. Sa mentalité sur le terrain, on en parle souvent de la mentalité du Barça, des joueurs du Barça, qui pour la Ligue des Champions, ouais, on a des joueurs qui sont pas assez guerriers, tu vois, qui portent pas assez leur coronets, tu vois, sur le terrain, et ce qui fait que l'équipe, bah, elle se fait un peu dessus dans des moments de pression, tout ça. Et là, derrière, on a un mec comme Inigo Martinez qui a quand même un caractère et une grinta de fou. C'est un basque le type, il en a, tu vois. C'est un guerrier sur le terrain et c'est pas uniquement ça en plus de ça. C'est pas uniquement un guerrier sur le terrain. En plus de ça, c'est un mec qui a des qualités et qui l'a prouvé dans les derniers matchs où il fait des différences par sa qualité de passe, ses relances. On le sait au Barça, on a vraiment besoin de défenseurs qui savent vraiment relancer et qui participent au jeu vraiment, qui sont pas là uniquement pour tacler. On a besoin de joueurs de ballon derrière aussi. Et Inigo Martinez, c'en est un, tu vois. Donc je comprends pas trop le truc. Christensen est un excellent joueur de football. On a des joueurs comme ça qui sont dans la rotation. En ce moment, c'est Inigo Martinez qui est devant. Ça veut pas dire que dans 2 mois, ça sera le cas. Ça se trouve, Inigo Martinez sera un peu moins bien. Christensen va revenir au top et voilà. Et il sera mis sur le terrain, tout simplement. Mais moi, je me plains pas de ça. Je me plains pas qu'on ait trop de bons défenseurs parce que franchement... Je sais que c'est pas ce que tu fais, mais tu vois ce que je veux dire. Je m'en plaindrai pas de ça. Ensuite, on a Sharing Crossboy qui dit que faire de Lewandowski. C'est une bonne question. Je crois qu'il y a des postes qui se sont libérés à la buvette du Barça. Vous savez, à la mi-temps, il y a beaucoup de supporters qui profitent de la mi-temps pour aller chercher un petit truc à boire, un petit truc à grignoter. Et il y a souvent énormément de monde qui attend. Ils n'ont pas le temps de revenir avant que la mi-temps elle redémarre. La deuxième mi-temps commence, quoi. Donc pourquoi pas avoir un rôle à la buvette, pourrait servir un petit peu, faire des cocktails ou j'en sais rien, moi, être un petit peu créatif mais à la buvette, quoi. Parce qu'il essaie de revenir un peu au milieu, de participer au jeu, mais tu pourrais participer autrement à la vie du club. Non mais plus sérieusement, ça commence un petit peu à fatiguer Lewandowski.
Je sais pas je sais ce qui lui arrive, mais disons que c'est assez triste. J'ai vu un tweet la dernière fois sur le sujet et c'est totalement ce que je pense. C'est vrai. Ça fait penser un peu à Cristiano Ronaldo, sans vouloir critiquer CR7. Cristiano, avec le temps, il était un petit peu dans le déni. Il croit qu'il est encore le joueur qu'il était avant, tout ça. Mais Ronaldo, avec le temps, les joueurs, tous les joueurs, avec le temps, ils prennent de l'âge. Et leur qualité, c'est pas que leur qualité elle change, mais leur physique déjà change, donc ils peuvent plus jouer comme avant. Messi, il a évolué avec son physique petit à petit. Il est devenu de plus en plus meneur de jeu, vraiment. Tu vois, Ronaldo est devenu de plus en plus buteur, alors qu'au départ, il est plus ailier. Ça veut pas dire qu'il marquait pas de but, mais il était ailier. Lewandowski, c'est un buteur, mais c'est bien qu'il a envie de participer, c'est bien, c'est sympa de ta part, Robert, mais reste dans la surface. Reste juste ce buteur, ce renard des surfaces, aide à la finition. Concentre-toi là-dessus, parce que si tu te concentres à vouloir être partout, être sur l'aile, vouloir déborder, centrer, venir dans l'axe, jouer, participer, comme si t'étais Pedri, lâche l'affaire, Robert. Je t'aime beaucoup, Robert. Mais lâche l'affaire. Ensuite, on a Silla Abdul qui dit: ne penses-tu pas que quand Rafinha est là, on a plus d'équilibre défensif que Lamine? Effectivement, ça c'est clair. Pour moi, Rafinha doit être dans la logique. De toute façon, Rafinha est censé être le titulaire. C'est pas censé être un gamin de 16 ans qui est titulaire dans ton équipe, logiquement. L'équilibre défensif, c'est clair que oui, avec Rafinha, il est là, parce que quand on a Lamine, physiquement, il a pas la puissance pour mettre cette intensité dont on a besoin pour faire un pressing vraiment intense, tu vois, voilà, mettre l'agressivité qu'il faut. C'est pas Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est plus la créativité, et la créativité, la qualité technique, elle est très très supérieure à celle de Rafinha. C'est pour ça qu'il y a ce débat aussi de est-ce que Rafinha, est-ce que Lamine, tu vois. Parce que d'un côté, Rafinha, il t'apporte cet équilibre un petit peu plus, disons, que Lamine, en tout cas, défensif. Il va mettre l'intensité, tout ça, mais offensivement, on l'a vu contre Porto, c'est très compliqué. Alors, des fois, il manque pas grand-chose pour qu'il y ait le but, et évidemment, ça reste un attaquant, donc au bout d'un moment, voilà. Mais quand même, le nombre d'actions qu'il a eu contre Porto et où il a fait le mauvais choix, c'est frustrant un peu quand même. Pour les supporters, c'est compliqué, ça doit être très frustrant pour lui aussi, mais c'est lui qui les fait, les mauvais choix. Tu peux faire les mauvais choix une fois, pas 15. Tu peux faire les mauvais choix 2 fois, pas 15. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Et Lamine, au niveau de la créativité, de la technique, tu sens qu'il peut apporter beaucoup plus que Rafinha, mais on a besoin, dans des matchs comme ça, contre Porto, ou même contre l'Atlético ce week-end, on a besoin aussi d'intensité, quoi, forcément. Donc j'ai hâte que Lamine il se développe un peu plus physiquement, parce que sans être une machine, j'ai pas envie qu'il soit le mec Adama Traoré, frère, hein, qui gagne en expérience. Soit un peu plus âgé, quoi. J'ai hâte de voir Lamine dans 2-3 ans, et parce ça va être un scandale, je pense. On va finir avec la dernière question de Tidiane Fall, qui dit: est-ce que le manque de jeu en attaque n'est pas dû à l'égoïsme des ailiers? Non. Non, pas forcément. Alors peut-être que des fois les ailiers sont peut-être égoïstes. Je sais qu'il y en a qui sont tombés sur Ferran Torres parce qu'à un moment il tente sa chance alors qu'il aurait dû la passer peut-être. Mais moi je pense pas à Lewandowski. Si c'est Lewandowski qui est placé comme Ferran il tire aussi, il tente sa frappe. Ou alors il fait un contrôle, il attend pendant une demi-heure qu'il y ait un joueur qui arrive sur lui. Mais en théorie il tente sa frappe aussi. Donc je pense pas qu'il y ait un égoïsme des ailiers. Quand t'as des chances de marquer, il faut tenter sa chance. Je veux dire, Rafinha, le problème de Rafinha par exemple dans ce match-là, où il a hésité, il faisait des feintes de frappe, il hésite, et ensuite il frappe et elle est contrée, c'est pas un problème d'égoïsme là, tu vois. Il aurait pu peut-être faire la passe, certes, mais son problème c'est surtout d'hésiter pendant 30 ans et de pas tirer, de pas tenter sa chance. Ça manque tellement de spontanéité dans cette équipe qu'on peut pas critiquer quand il y a un petit peu de spontanéité et que les mecs tentent leur chance. Joao Félix, il a tenté sa chance plusieurs fois aussi, il a touché la barre, tu vois. On pourrait dire, oh, il est égoïste, il a tiré de loin, machin, mais imagine ça rentre, il met le but de la semaine, tu vois, en Ligue des Champions. C'est dommage. Il en faut peu, puis après il arrive aussi à un moment, il a la balle sur le côté gauche, il tire à côté, mais il faut qu'ils tentent leur chance, il faut qu'ils essaient de marquer un peu plus ces attaquants là.
c'est pas uniquement Lewandowski mais aussi les ailiers. Donc je pense pas que ça soit un problème d'égoïsme, vraiment c'est un problème clairement de spontanéité et d'efficacité. Alors peut-être que c'est dans le mental aussi, on a senti un Joao Félix assez frustré aussi quand il a touché la barre en deuxième mi-temps. Il avait eu déjà pas mal d'actions en première et la barre en deuxième mi-temps, tu regardais, il était en train de rigoler, mais il rigolait nerveusement. Et il faisait ça, tu vois, il se tournait genre, et ça se lisait sur son visage. L'expression c'était, mais putain, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, ça ne veut pas rentrer quoi. J'ai pas de chance. C'est ça, sur son visage, il y avait toute cette phrase-là, oui. Donc, il y a cette frustration chez les attaquants et ce manque de peut-être de chance, d'efficacité, tu vois, un petit mélange, tu vois. Après, pour Lewandowski, pour moi, c'est encore différent. Mais voilà, Rafinha, il fait une belle frappe en début de match, elle est arrêtée. Franchement, la frappe, elle part très fort, ça aurait pu rentrer. En fin de match, il fait retourner ciseaux. Franchement, pas loin de rentrer aussi si le goal fait pas un arrêt exceptionnel. Et s'il met ce but-là, ça peut le mettre en confiance, et tu vois. Mais c'est bien qu'ils osent aussi. Il faut que aussi les attaquants soient de temps en temps égoïstes. C'est juste le problème, il faut savoir doser quand être égoïste et quand ne pas l'être, tu vois. Et c'est ça le problème des attaquants aussi. C'est que des fois, ils vont tenter leur chance quand il faut pas, et des fois, ils vont pas tenter leur chance, ils vont vouloir faire la passe, ou ils vont hésiter 30 ans alors qu'il fallait tenter sa chance, tu vois. Mais j'espère qu'avec l'enchaînement de matchs et petit à petit, espérons qu'on soit mieux et que les attaquants arrivent à mieux finir, parce qu'on aura vraiment besoin d'une bonne attaque, parce que pour moi, c'est vraiment le gros truc qui m'inquiète le plus, c'est l'attaque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo probablement. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.